Quelles sont les inspirations derrière Blackout? Lui et Grindor sont-ils le même personnage? Comment est-il devenu l'un des visages des films live? La vidéo d'aujourd'hui s'annonce assez dense et chargée en informations, car dans cette toute nouvelle analyse, je vous propose de partir avec moi à la découverte des secrets de conception du premier Decepticon, que dis-je, le premier Transformer à être apparu à l'écran en live action. Je parle donc bien évidemment de Blackout, l'hélicoptère de combat le plus fidèle à son chef Megatron. Étant prévu pour être le premier Transformer que l'on allait voir à l'écran, Blackout allait devoir laisser une certaine impression, si ce n'est pour son rôle, au moins sur le plan visuel. Son mode alternatif est un hélicoptère MH-53 Pave Low, un modèle utilisé par l'armée américaine des années 60 à 2008. Michael Bay a choisi ce modèle spécifiquement, utilisé notamment pour le transport de troupes, car il était bien plus large et imposant que d'autres hélicoptères des USA. Il y a notamment la comparaison qui est faite avec un hélicoptère Cobra, le genre de petit hélico d'attaque très présent dans l'inconscient collectif quand on pense à l'armée américaine. Mais pour Blackout et la scène qu'il allait avoir, effectivement il était plus pertinent d'utiliser un gros véhicule qui en impose. Sans même parler du rendu du mode robot, toute l'approche du personnage aurait été rendue bien moins menaçante avec un plus petit hélicoptère. C'est donc son aspect, je cite, méchant et menaçant, qui a fait du MH-53 un choix parfait. D'après Roberto Orci, qui est l'un des deux scénaristes du film, Blackout était censé être à l'origine Vortex, l'un des Combaticons de la G1, se transformant également en hélicoptère. Chose assez notable donc, mais ça fait deux Decepticons qui prennent inspiration sur les Combaticons de la G1, après Brawl, qui est une adaptation plutôt fidèle du personnage de l'époque. L'autre idée, ça a aussi été pendant un temps de faire de ce Decepticon hélicoptère ni plus ni moins que Soundwave. On peut d'ailleurs voir une prévisualisation en 3D avec Soundwave justement. Maintenant, c'est assez difficile de savoir à quel point cette idée a véritablement été considérée. Plusieurs éléments semblent aller dans ce sens, notamment le fait qu'il soit le Decepticon le plus loyal à Megatron, qu'il soit celui qui essaye d'infiltrer le réseau de l'armée américaine, ou encore évidemment la présence de Scorponok en tant qu'allié qu'il éjecte en combat à la manière de Soundwave et ses cassettes. De ce que l'on sait sur le déroulé de la production du premier film, l'objectif était dans un premier temps d'avoir Soundwave dans l'histoire, au vu de son importance dans le lore de Transformers. Dans une première version du script, il occupait le rôle de Barricade et de Frenzy, en un seul personnage, mais ça n'a pas été approuvé par Michael Bay. C'est donc apparemment à ce moment que le scénario a été modifié pour lui donner le rôle de Blackout, idée qui là non plus ne fut pas retenue au final. Donc dire que Blackout était censé être Soundwave est faux. Comme vu précédemment, il portait au départ le nom de Vortex, a été temporairement modifié pour être Soundwave, avant d'être de nouveau un Decepticon moins connu du grand public, auquel on a donné le nom d'un personnage assez méconnu dans la licence. Concernant le design du robot, assez peu de variations ont existé, et assez rapidement son style global a été défini. L'un des concepts les plus éloignés de ce qu'on a connu est sans doute celui-ci, datant d'octobre 2005, réalisé par l'artiste Ben Proctor, qui montre un Blackout courbé, avec un gros canon sur l'épaule, et une tête ne possédant qu'un seul œil. Vu comme ça, il a presque des airs de Lugnut de Transformers Animated, je trouve, bien que ce ne soit qu'une coïncidence, vu la date de sortie des deux médias. Finalement, l'autre proposition de Ben Proctor concernant le corps de Blackout sera celle qui finira dans le film, dans les grandes lignes en tout cas. À noter que les deux designs ont été datés à un seul jour d'intervalle, les 3 et 4 octobre 2005, donc très probablement qu'il s'agissait là des deux propositions différentes, dont seulement une allait de toute façon être sélectionnée. On trouve davantage de petites bizarreries du côté de la tête, avec plusieurs versions différentes, certaines n'ayant d'ailleurs quasiment rien à voir avec le style du robot. Il semblerait que la version de la tête finale de Blackout soit un mix entre deux autres designs, décrits comme High Finish et Low Finish, avec beaucoup ou peu de détails donc. Le 24 mai 2006, le design final de Blackout est approuvé, avec quelques modifications mineures, et le studio ILM commence alors à travailler sur le modèle d'animation de ce dernier. Il faut se dire les choses, si Blackout est resté dans les mémoires, c'est avant tout pour sa scène d'introduction. Il est le tout premier cybertronien que l'on voit à l'écran, un Decepticon qui plus est, et je pense qu'il est important de consacrer une section de la vidéo à la réussite de cette séquence en particulier justement. Après le monologue d'ouverture
d'ouverture d'Optimus Prime en voix off, les premières scènes du film à prendre place sur Terre se déroulent sur la base américaine du Succent au Qatar, où l'on découvre Lennox et ses hommes de retour de mission. C'est notre premier contact avec des personnages humains, et en quelques minutes, on découvre assez rapidement leur personnalité, toutes ultra bateau évidemment, mais qui suffisent pour créer un tout petit peu d'empathie, en particulier Lennox, qui revoit sa femme et sa fille par téléphone, en plus de s'occuper d'un petit gamin sur place. Pourquoi c'était pas lui le héros de tout le film au fait ? Très rapidement, cette ambiance plutôt sympathique est coupée par l'éruption dans la zone aérienne de la base d'un hélicoptère MH-53, un mystérieux appareil répondant au nom de code 4500X, pourtant abattu quelques mois plus tôt en combat. Alors qu'il se pose sur le tarmac et que les militaires l'entourent, son hélice s'arrête de tourner d'un coup et Blackout entame alors sa transformation, qui utilise d'ailleurs le petit son classique de la licence. Sans être la transformation la plus réussie visuellement selon moi, en comparaison de celle d'Optimus par exemple, une idée créative la rend puissante en fait. C'est juste avant les premiers mouvements de pièces, quand Blackout arrête d'un coup sec ses hélices. Un hélicoptère, normalement, ça arrête ses hélices progressivement, car le mouvement déjà entamé fait qu'une fois le moteur coupé, elle continue de tourner jusqu'à l'arrêt. Or, ici, le passage brutal des hélices qui tournent au rotor qui se stoppe complètement, ça montre que quelle que soit la nature de cet engin, il est extrêmement puissant. Une fois transformé, Blackout provoque un chaos total, attaquant avec des armes à feu mais aussi des sortes d'énormes ondes soniques qui balayent tout sur leur passage. L'alternance entre plans larges et plans plus rapprochés permet de prendre la mesure de la destruction qui est en train d'avoir lieu. De même, à de nombreuses reprises, c'est via le point de vue des soldats et autres militaires présents sur place que l'on voit l'action, Blackout n'étant qu'un monstre difficilement discernable. Dans cette scène, avoir un point de vue humain sur l'action est totalement logique. C'est le premier contact de l'armée américaine avec un cybertronien, et notre premier contact en tant que spectateur avec l'un d'entre eux. De plus, étant l'un des méchants de l'histoire, ne pas le voir clairement renforce la menace qu'il représente, même si on peut argumenter que le design ultra complexe rend le tout peut-être un peu trop confus justement, au vu de la façon de filmer. Et justement en parlant de ça, cette séquence, c'est de loin l'une de celles où Michael Bay s'est le plus éclaté dans ce film. Il a pu tout faire péter, et c'est son dada. Et honnêtement, dans le contexte de la scène, à savoir l'attaque surprise d'un ennemi totalement inconnu et surpuissant, c'est un style qui marche, appuyé en plus par l'authenticité de la mise en scène, puisque oui, il a vraiment fait péter des tas de véhicules militaires qui étaient hors d'état à la base et que l'armée lui a donc mis à disposition. Finalement, par bien des aspects, cette scène d'ouverture et cette première scène d'action présentent les plus grandes qualités de la mise en scène de Bay, qui plusieurs fois deviendront malheureusement ses plus grands défauts. Mais dans cette scène-là, ça fonctionne, et en tant qu'ouverture pour un blockbuster de la trempe de Transformers, ça reste dans les mémoires. D'ailleurs, une anecdote que je trouve assez drôle autour de cette scène, vous voyez ce gars ? Cet hologramme que Blackout utilise en tant que pilote, eh bien sachez que ce gars s'appelle Brian Reese, le vrai pilote du MH-53 utilisé dans le film. Lorsque Michael Bay et Steven Spielberg l'ont rencontré pour la première fois, quand il venait de simplement inspecter le véhicule, il correspondait exactement à l'image qu'il se faisait de l'hologramme qui devait apparaître dans Blackout. Il s'est donc vu offrir le rôle, devant décaler pour l'occasion son mariage et sa lune de miel. Mais après tout, c'était pour lui l'opportunité d'une vie. Vous auriez fait pareil à sa place ou pas ? Dans le reste du film, le rôle de Blackout est malheureusement très secondaire. Après avoir été au centre de la première scène, on ne le revoit que dans le dernier acte, lorsque les Decepticons libèrent Megatron et attaquent Mission City. Sa véritable fonction est cependant ailleurs. Lors de la bataille finale, on le voit attaquer les Autobots à quelques reprises, notamment Ironhide et Ratchet, mais c'est cependant chez les militaires qu'il trouve sa principale opposition. En effet, après que Brawl ait été abattu, et que Starscream soit reparti dans les airs, Blackout est le dernier Decepticon encore debout pour soutenir son chef, et on le voit d'ailleurs se préparer à se joindre au combat face à Optimus, déployant son hélice qui lui sert d'arme au corps à corps. Mais c'est alors que Lennox, Epps et les autres militaires interviennent, dirigeant sur lui une frappe aérienne. Lennox monte alors sur une moto qu'il trouve sur la route et fonce sur Blackout pour lui asséner plusieurs coups de canon, chargés avec des munitions plus susceptibles d'endommager les cybertroniens. Blackout est alors tué, s'effondrant
l'écran après avoir encaissé tous ses tirs. Le vaincre est au final la conclusion de l'arc scénaristique des militaires, que Blackout avait attaqué en début de film. D'ailleurs, on peut dire que dans un sens, il a provoqué sa propre mort. C'est en effet Scorponok, qui l'éjecte dans le désert, qui a permis à Lennox de découvrir à quoi les Transformers étaient sensibles en termes d'armement. Lorsqu'un petit bout de sa queue se casse et est rapatrié, il voit quel type de munitions a fait fondre son armure, des munitions qu'il va faire équiper à tous ses hommes et à l'armée américaine pour avoir une chance face aux Transformers. Et pour le coup, c'est là que je me dis heureusement que ça n'a pas été Soundwave. Le rôle de Blackout en tant que tel est certes très secondaire, mais on n'en attend pas forcément plus pour un personnage aussi mineur. Il a une grosse scène au début, revient à la fin, se fait tuer, bon voilà, c'est pas fou mais ça passe. Maintenant, essayez de transposer tout ce qu'il a fait dans le film à Soundwave, et ça aurait été une adaptation atroce du perso. Comme la plupart des personnages du premier film live, Blackout est présent dans un tas de médias dérivés, nous présentant davantage son histoire et sa personnalité. Vous l'avez notamment peut-être croisé dans les comics IDW des films, où on voit notamment qu'il suit Starscream jusqu'à notre système solaire, et notamment la planète Mars. D'après ces derniers, c'est également lui qui a enquêté sur les humains et espionné ces derniers dans les mois et années précédant l'attaque au Qatar. Il découvre l'existence du secteur 7, le fameux projet Iceman, et autant d'informations qui motivent son attaque vue au début du film afin d'en apprendre plus. En plus de l'espionnage, il est le plus fidèle soldat de Megatron, faisant tout cela pour retrouver son chef. Avant la sortie du film, les fans ont également pu trouver des vidéos top secrètes de lui dans le jeu en réalité alternée, ou ARG, sur le secteur 7. J'ai consacré une vidéo entière à cela il y a quelques mois, si vous souhaitez en apprendre davantage. En bref, on pourrait décrire Blackout comme une sorte de Soundwave en moins intelligent et plus bourrin, mais qui garde quelques compétences d'espionnage et une fidélité sans faille à Megatron. C'est un peu un mix entre Soundwave et Lugnut, si on y regarde bien. On a d'ailleurs l'occasion de le voir dans les jeux vidéo adaptés du long métrage, que ce soit la version sur console de salon ou celle sur DS, dans lesquelles il est tantôt un simple boss qu'on affronte avec Ratchet dans la version Autobots, ou un protagoniste majeur et un allié de premier plan pour le personnage que le joueur incarne dans la version Decepticon. Là encore, si vous souhaitez en apprendre plus, j'ai sorti 2 vidéos sur le sujet cet été. La dernière chose que l'on voit de Blackout, c'est une partie de son corps qui s'apprête à être jetée au fond de la mer par l'armée américaine, aux côtés de Megatron et des autres Decepticons tués. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais vous le savez bien, ça n'est pas le cas. Dans Transformers Revenge of the Fallen, on découvre Grindor, un nouveau Decepticon ressemblant, bon, on va dire étrangement quand même à Blackout. Il capture notamment Sam pour l'emmener auprès de Megatron, et affronte Optimus Prime aux côtés de son chef et de Starscream par la suite, étant brutalement tué par le leader des Autobots, qui lui arrache la tête en deux. On ne va pas y aller par 4 chemins, oui, Grindor est une réutilisation totale du modèle 3D de Blackout, probablement pour une question de budget. Après tout, pas difficile d'imaginer qu'un autre Decepticon ait pu scanner un hélicoptère similaire. Mais donc, la grande question que se sont posés les fans a été de savoir si Grindor était en fait Blackout ressuscité ou s'il s'agissait d'un nouveau personnage. Après tout, ça n'est pas quelque chose de nouveau dans la licence. Beaucoup de personnages partagent des apparences similaires tout en étant des bots fondamentalement différents. Les Seekers, Grapple et Inferno, Prowl et Bluestreak, etc., etc. Et si on étend à l'univers des films, même si Blackout et Grindor sont la première occurrence de ce phénomène, on a bien eu les Dreads, Longol et Onslaught, Bone Crusher et son clone dans la bataille en Égypte. Bref, ça ne semble pas déconnant de penser qu'il s'agisse de 2 personnages différents. Mais à l'inverse, il semble logique aussi d'imaginer qu'il puisse s'agir de Blackout revenu d'entre les morts. Il aurait pu être ramené en même temps que son chef Megatron par l'énergie de l'éclat du Allspark, réparé par les Constructicons, et pour le changement de nom, ça peut être une nouvelle identité prise justement à ce moment, voire même donnée par les autres Decepticons. J'avais déjà consacré une petite vidéo question pour Magnus sur ce sujet il y a 2 ans, et mon avis n'a que peu évolué. Cependant, j'aimerais y apporter de nouveaux éléments. Tout d'abord, il faut noter que le mode alternatif de Grindor est un CH-53 Super Stallion au lieu du MH-53 Pave-Low de Blackout. Cela s'explique pour une raison assez simple, à savoir que le MH-53 a été retiré du service pour 2008 et les équipes du film ont dû composer avec un hélicoptère similaire pour créer Grindor, peut-être par volonté de cohérence avec le monde réel. Par ailleurs, la confusion entre Blackout et Grindor a été visible jusqu'aux équipes du film. Roberto Orci a avoué ne pas savoir s'ils étaient censés être le même personnage, avant de confirmer quelque temps plus tard qu'ils étaient différents. De même, dans le jeu vidéo de Revenge of the Fallen, certains fichiers mentionnent Blackout, mais c'est bien Grindor qui apparaît tout au long du jeu, Optimus ayant même un dialogue où il conseille à ce dernier de ne pas subir le même sort que son frère.
Plusieurs médias s'amuseront même de cette confusion, comme les magazines officiels, dans lesquels Ironhide dit qu'il ne fait pas la différence entre les deux. Et justement, en parlant des médias dérivés, pour moi c'est l'un des éléments qui me font considérer Blackout et Grindor comme deux Decepticons différents, car ils sont toujours présentés comme tels. Malgré plusieurs confusions parfois, sur des petits jouets ou des produits dérivés, les principaux médias et éléments autour de Revenge of the Fallen présentent Grindor comme un personnage différent. Mais ça n'est que ma vision des choses, une vision pas partagée par tout le monde et qui dans le fond n'a que peu d'importance. Beaucoup citent notamment la taille des deux personnages pour expliquer pourquoi ils sont différents, mais sur ce coup-là, c'est pas forcément le meilleur argument. En effet, d'après les guides visuels, Blackout fait 33 pieds de haut, soit 10 mètres environ. Mais dans l'affrontement de la forêt, Grindor est largement plus grand qu'Optimus et Megatron, avec une taille estimée à 55 pieds, soit presque 17 mètres. On peut l'expliquer en partie parce que le CH-53 est un hélicoptère légèrement plus grand que le MH-53, mais aussi tout simplement car c'était nécessaire pour la chorégraphie de la scène d'action. Optimus devait en effet grimper sur Grindor pour lui arracher la tête, et il fallait que ce dernier soit donc bien plus grand que lui pour rendre le tout plus spectaculaire. C'est donc pour ça qu'on s'est retrouvé avec un Grindor peut-être un poil plus grand que ce qu'il aurait dû être à l'origine. Après Revenge of the Fallen, Blackout et Grindor n'ont jamais été de nouveau référencés dans l'univers des films, à de rares exceptions. Dans le premier trailer de Dark of the Moon, un modèle 3D de Blackout semble être présent en arrière-plan à la place de Shockwave, mais n'est pas vu dans le film final. Enfin, dans le jeu vidéo Transformers Online, Blackout fait partie des personnages jouables, avec en plus un tout nouveau design que je trouve plutôt stylé. Vous vous demandez peut-être là qu'est-ce que c'est que Transformers Online, car effectivement, c'est quelque chose qui n'osait un peu passer sous le nez en Occident. Il s'agissait d'une sorte de clone d'Overwatch, sorti uniquement en Chine en 2016 et dont les serveurs ont fermé en 2020. On pouvait y jouer pas mal de personnages issus des films, mais pas que. Blackout est indéniablement l'une des icônes du Bayverse, et en particulier du premier film sorti en 2007. Il aura pour toujours l'honneur d'avoir été le tout premier Transformers à être apparu à l'écran, dans une scène mémorable pour les fans. Si on a eu l'occasion de le revoir en tant que caméo dans la série Transformers Animated, il faut bien reconnaître que ni Hasbro ni Paramount n'ont jugé bon de le remettre au goût du jour. À l'inverse de Barricade, qui est revenu jusqu'au 5e film, et qui a été réinventé en comics et dans la série War for Cybertron sur Netflix, on attend toujours une réinterprétation moderne du personnage de Blackout dans la même veine que ce qu'avait fait Animated en 2009, à savoir prendre inspiration du Bayverse, mais rajouter quelques nouveautés visuelles. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un énorme pouce bleu, ainsi que de vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on se dit à très vite pour du nouveau contenu. C'est tout pour moi, c'était Magnus, ciao!